C'était la météo sur France 3, avec la station Les Contamines Montjoie. Bonsoir à tous, il est 19h, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 3 Alpes. Ce soir, nous partons à la découverte des cépages de montagne. Une cinquantaine de vignerons français et étrangers sont en effet réunis jusqu'à demain à Chambéry pour faire découvrir et apprécier au public leur production de vins de montagne et de fortes pentes. En Isère, retour sur une soirée de sacre pour la vache présentée lors du 19e Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Le long métrage de Mohamed Hamidi a raflé tous les prix. Dernière soirée de rire et de suspense à découvrir à la fin de ce journal. Et puis le dimanche soir n'aurait pas la même saveur sans la page des sports et sans Frédéric Lefrançois. Bonsoir. Bonsoir. Quel programme ? Le programme ce soir pour la page sport, eh bien écoutez, une page sport où nous verrons que nos sportifs régionaux ont encore été brillants, toutes disciplines confondues. Mais comme nous sommes au cœur des Alpes et au cœur de l'hiver, il y aura une large place laissée au sport de glisse. Et ce soir, un dossier sport verra nos caméras se braquer sur Tess Le 2. Tess Le 2, la toute jeune savoyarde originaire de La Plagne, qui commence à se faire un nom dans le petit monde du slopestyle. Nous l'avons rencontrée cette semaine à l'occasion de l'étape du SFR Tour qui passait par Val Thorens. Mais d'abord à Grenoble en Isère, on s'intéresse au prix Louis Blum, remis chaque année par le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France et la ville de Grenoble. Il récompense une personnalité œuvrant pour la défense des droits de l'homme et la lutte contre toutes les formes de racisme et d'antisémitisme. Cette année, c'est à l'imam de Drancy, Hassen Chalgoumi, qu'il a été attribué, un choix qui ne fait pas l'unanimité dans la communauté musulmane du département. Joël Serroni, Damien Borelli et Franck Serroni. Pour les uns, Hassen Chalgoumi incarne l'islam modéré. Il plaide en faveur du dialogue interreligieux. C'est probablement ce qui a amené le CRIF de Grenoble-Isère à lui décerner le prix Louis Blum. Pour d'autres, Hassen Chalgoumi n'est pas à la hauteur de cette récompense. C'est l'avis du Conseil des imams de l'Isère qui, par la voix de son président, dénonce l'imposture. C'est une personne qu'on ne connaît pas. Et elle ne peut jamais être imam, il n'a pas les qualités d'être imam, que ce soit les qualités personnelles ou les compétences scientifiques, que ce soit sur le plan du savoir ou le savoir-être. Donc c'est pour cela qu'on ne peut considérer cette personne en tant qu'imam. On ne peut pas être une secte, tout le monde a le même point de vue. Normalement, on peut dire on est en désaccord avec l'imam Chalgoumi sur tel point, ou sa relation avec Israël. Je suis un homme de paix, c'est un homme qui dialogue. Quand j'étais à Ramallah, j'étais accueilli par l'autorité palestinienne, le premier ministre palestinien, Salam Fayyad. Et quand j'étais en Israël, j'étais accueilli par le président Pérez, qui a le prix de la paix. Pourquoi on ne parle pas de 2009, j'étais à Gaza avec mon ami Marek Alter. Pourquoi on ne parle pas de ça ? Jamais le prix Louis Blum n'avait déclenché une telle polémique. Après une lettre de protestation de l'association Isère-Palestine adressée au maire de Grenoble, celle des imams de l'Isère, les messages hostiles sur les réseaux sociaux et un appel à manifester, le maire de Grenoble n'a finalement pas voulu céder face aux pressions. Comme toujours, ceux qui sont messagers, parfois ils sont sujets à débat. Il y a à la fois, ils créent l'espoir, ils sont entendus d'un côté, de l'autre, et parfois il y a aussi de l'incompréhension sur le porteur du message. Après ce qui s'est passé encore à Marseille, je pense qu'il faut dialoguer, il faut apaiser les conflits. C'est pas en plus en important toujours le conflit israélo-palestinien dans notre pays, la France, qu'on va arranger les choses. Dans l'auditorium du musée de Grenoble, la cérémonie a pu se dérouler en toute sérénité et sous haute protection. Seule une poignée de manifestants avait répondu à l'appel. Toute autre chose à présent, je vous le disais en titre, la Savoie accueille jusqu'à demain à Chambéry la 3e édition de la Biennale des vins de montagne et de fortes pentes. Une culture parfois extrême mais qui révèle des saveurs toutes particulières. C'est ce que sont venus partager une cinquantaine de vignerons français et étrangers. Reportage de Claudine Longui-Bernard et Frédéric Pasquette. Céline Jacquet a créé son domaine dans la Combe de Savoie, à Harbin, en 2011. Cette jeune vigneronne exploite aujourd'hui plus de 3 hectares de vignes en pente et revendique sa spécificité. Je pense que les gens ne se rendent pas compte. Pour eux, les vins de Savoie vont avec la raclette, la fondue. C'est pas très cher, c'est une jacquère. Et puis voilà, il n'y a pas de raison de mettre plus de 5 ou 6 euros sur une bouteille. Alors qu'aujourd'hui, rien que le fait de travailler un produit, de faire de la qualité, de faire à la main, ça a un coût qui est beaucoup plus important.
Et puis je pense qu'on n'a pas à rougir de nos vins. Vincenzo Grosjean travaille la vigne sur les hauteurs d'Aoste en Italie. La pente, c'est pour lui ce qui fait la différence. Ce serait plus facile de travailler dans la plaine, mais ne donne pas la même satisfaction que travailler sur les pentes et sur les coteaux. Et je crois que la vigne préfère quand même la pente pour donner de la qualité. L'autre point commun de ces vignerons de montagne, c'est la passion et les histoires de terroir, de cépages préservés qu'ils ont à raconter. La qualité aussi qu'ils revendiquent est visiblement aujourd'hui, plus qu'hier, un véritable atout économique. Ce qui fait le prix d'un vin, c'est son rendement. Et que ça ne concerne pas que les vins de montagne, mais en général, si les rendements sont maîtrisés, on crache entre guillemets moins de jus à l'hectare. Et donc, quand il faut absorber les coûts fixes d'une entreprise, on le fait sur moins de volume. Donc forcément, ça a un impact sur les prix. Donc la qualité s'explique dans le vin. Ce sont ceux qui ont des vins sans caractère et qui sont dimensionnés pour le volume, donc avec des hauts rendements, des vins un petit peu industriels. Ce sont les perdants en fait de cette crise. Les gens qui font de la qualité retrouvent toujours leur public. Qu'ils viennent d'ici ou d'ailleurs, les vins de montagne ont le caractère de leur terre et de leurs créateurs, qui les ont travaillés dans l'adversité des conditions géographiques et climatiques. Ils sont encore à Chambéry jusqu'à lundi midi. Après le vin, la gastronomie, ce dimanche 17 janvier, c'était la Saint-Antoine. Vous ne le savez peut-être pas, mais il est le saint patron des rabassiers, c'est-à-dire des trufficulteurs. L'occasion rêvée pour organiser la fête de la truffe à Saint-Antoine-l'Abbaye, aux confins de l'Isère et de la Drôme, un territoire historiquement trufficole. Jean-Christophe Pain et Yves-Marie Glos. Sur la gléba et sur le péridium, pour faire la différence, après c'est au nez, quoi. Elle sent pas. Non, mais là, ça fait longtemps qu'elle est froide. Après, il faut les fermer. La Tuber Melanosporum s'est vendue jusqu'à 1 800 € le kilo pendant les fêtes à Grenoble. D'autant plus chère qu'elle est rare cet hiver. Est-ce que vous vous rendez compte que pour arriver à avoir une truffe comme ça, vous avez 15 ans de travail? Il faut planter, il faut travailler les arbres, il faut tailler. Ah, ça vous tombe pas dessus en fait? Ça tombe pas dessus. Et puis quand vous en avez une belle qui arrive à maturité et puis qu'on vient vous la faucher, et ben vous faites quoi? De toute façon, celle qui reste, il faut bien la faire payer d'une manière ou d'une autre. Et Paul vend de la truffe de Chartreuse, bien torturée. De la truffe qui s'est battue contre l'adversité. 80 € les 100 grammes, pas cher paraît-il. Mais quand même, comment une chose si moche peut-elle faire autant rêver? Ça, il faut la manger pour le foie. Repoussant toujours plus loin les limites de l'investigation, je m'aventure donc dans la dégustation. Je sais pas si vous sentez le goût. C'est indescriptible. C'est bon? Et voilà, maintenant qu'on aime les truffes, comment faire pour les trouver? Le nez. Le nez. Et là, est-ce que ça se forme le nez? Est-ce que ça se... Ah ben oui, c'est une habitude. Hein. Vous avez appris... Ah ben moi, je cave depuis que j'ai 14 ans, j'en ai 56, du coup... Du coup, pour bien caver, faut avoir du nez. Raymond, lui, a dressé un chien, c'est plus pratique. Mais certains plantent directement des chênes truffiers, des arbres élevés depuis tout petit avec des truffes. Même principe qu'avec le chien, pour simplifier. Cela dit, la truffe domestiquée, c'est pas 100% gagné. Tous les coups, il faut dire en gros une 30-40% sur un hectare. Donc c'est aléatoire. Saint-Antoine, patron des trufficulteurs, des rabassiers. Priez pour ceux qui, de la truffe, n'ont pas encore percé le secret. Jour de fête à Saint-Antoine, jour de fête également dans le Vercors pour la 38e édition de la Foulée Blanche. Rendez-vous des skieurs de fond, amateurs, champions nationaux et internationaux aussi, tous réunis sur les pistes de Gève avec une invitée de dernière minute. Bienvenue, la neige, Françoise Gay et Dominique Semet. Jean-Marc Gaillard est devant, messieurs, dames. 3e aux Jeux Olympiques de Sochi en relais. Un médaillé olympique vainqueur de cette 38e édition, le résultat d'une bagarre effrénée sur une neige de cinéma. Cette neige, c'est la surprise du jour. C'est vrai que c'était un peu inespéré. Hier après-midi, on est venu tester ici, on s'est dit non mais là ça va être compliqué et finalement génial, quoi. Une vraie belle course. Tout a commencé 1h16 plus tôt. Ambiance plutôt frisquette sur le plateau de Gève. Élite et amateurs piaffent d'impatience sur la ligne de départ. Je suis une fanate du ski de fond, du sport, et je voulais la faire au moins une fois dans ma vie. Vous visez un chrono? Non, pas spécialement, non. Essayer d'être dans les 100 et puis voilà. On va voir après les premiers kilomètres. Là, pour l'instant, ça va. Sur l'échauffement, je me sens pas mal, donc on va voir.
Au menu de ces amoureux de la glisse, une boucle de 17 km à parcourir une ou deux fois. Certes, il n'a pas été possible de tracer plus long, mais hier encore, un tel parcours semblait impensable en raison du manque d'enneigement. Miracle, la neige est tombée dans la soirée, bouleversant l'organisation. Hier après-midi, on avait un comité de course à 16h et jusqu'à 15h45, on était encore sur les pistes en train de repérer. Et puis le travail en amont du service des pistes de ski nordique a été fantastique parce qu'ils avaient déjà prédamé un peu tout ce qu'on pouvait. Et puis les 20 cm qu'on a pris ont arrangé tout ça et maintenant c'est parfait. Et pour profiter de ces conditions presque idéales, toutes les formules sont possibles. En couple ? On va dire que c'est moi qui l'attends. Non, on est pareil. Ou bien avec papa. Tu fais quoi comme course, toi? Les 20 km. Et t'en es à combien, tu le sais? À peu près 8. Encore le moral pour le deuxième tour? Oh bobo, ça c'est sûr, jusqu'à la fin, dans le Kéra, on a toujours le moral. Merci les bénévoles. Et le moral, bénévoles, organisateurs et participants l'ont conservé jusqu'au bout, malgré la fatigue, les crampes ou le froid. Première étape du circuit international des longues distances, la foulée blanche 2016 s'est bel et bien déroulée, contre vents et marées. Voilà, et après cette mise en bouche, le reste de l'actualité sportive du week-end, c'est maintenant avec Frédéric Lefrançois. Et on commence, Frédéric, avec du ski alpin. Et on débute avec le résultat du slalom homme d'aujourd'hui, couru à Wengen en Suisse. Et c'est encore Alexis Pinturo qui réalise la meilleure performance française à l'issue des 2 manches. Il se classe 6e. Le skieur de Courchevel a donc été le meilleur du groupe France qui place 3 skieurs dans les 10 premiers puisque JB Grange et Victor Muffat-Jandet terminent respectivement 7e et 10e. La semaine prochaine, nous retrouverons les hommes pour l'un des rendez-vous majeurs de la saison pour un slalom et une descente à Kitzbühel en Autriche. Et justement, en Autriche, les femmes couraient également ce matin pour un slalom géant, meilleure performance française à mettre cette fois-ci au crédit de Taina Barrios. Elle termine 9e. On parle ski cross maintenant, Frédéric. Le ski cross, oui, après l'alpin, le ski cross, c'est une étape italienne pour les filles comme pour les garçons. Et ce matin, dans la finale homme, justement, il y avait un garçon, un Français, Jonathan Midol, défendait seul les couleurs françaises. Mais dès le départ, vous allez le voir, suite à un accrochage sur une réception, le Haut-Savoyard s'est retrouvé distancé. Il ne reviendra pas et termine 4e. Pour rappel, hier, au même endroit, les Français avaient trusté les 3 premières places du classement. Les filles couraient également. Le résultat des filles, c'est Ophélie David qui termine 4e et Alizé Baron qui termine, elle, 5e. Non, pardon, oui, 5e, c'est bien ça. Et puis toujours en freestyle, une autre discipline, mais pas facile à prononcer. Le freestyle, effectivement, cette semaine se déroulait à Val Thorens, une étape du SFR Tour avec du slopestyle au menu. Alors, le petit rappel concernant le slopestyle, sur cette discipline eh bien, qui offre aux riders une longue descente parsemée de modules sur lesquels, vous le voyez, ils peuvent allègrement dropper ou sauter, c'est au choix, sur des tables ou des rails. Le but étant d'arriver en bas, de préférence en ayant passé des figures avec du style. Et justement, à ce petit jeu, eh bien, une jeune fille de 14 ans, originaire de La Plagne, commence à faire vraiment parler d'elle. Cette jeune fille, c'est Tess Ledeux, championne de France de slopestyle en titre. On dit d'elle qu'elle va tout renverser, qu'elle va venir prochainement bouleverser la hiérarchie mondiale. Il faut juste lui laisser le temps de vieillir un tout petit peu. Portrait. L'histoire de Tess Ledeux, c'est l'histoire presque classique d'une petite fille née à Bourg-Saint-Maurice. Une petite fille qui a commencé le ski à 2 ans, avant de rentrer au club des sports de La Plagne et de vite opter pour une discipline New School. Je faisais beaucoup de bosses, mais je me suis... Enfin, c'était pas vraiment ce que j'aimais, et ce que j'aimais, c'était vraiment le slopestyle avec les gros sauts, les sensations, tout ce qui va avec. Tess croque les snowparks avec envie et son bagage de tricks est déjà bien rempli. Dommage que tout le monde ne puisse pas en profiter. La faute à son âge qui l'empêche de participer aux compétitions internationales. Par exemple, les Coupes du Monde, j'ai le niveau de les faire, mais j'ai pas l'âge. Je suis trop jeune, j'ai 14 ans, oui, et il faut avoir 15 ans. Pareil, l'année dernière, il y avait les championnats du monde junior, donc j'étais trop jeune, fallait avoir 14 ans. Donc cette année, je peux les faire. Enfin, il y a plein de compétitions comme ça, à mon âge, ça me freine un peu. Ce jour-là, Tess était en repérage sur les modules du slopestyle.
Pas question pour elle de tout lâcher à l'aveugle. En revanche, cette journée qui servait de qualification aux hommes lui a permis de beaucoup observer. Car pour Tess, l'exemple à suivre est du côté masculin. Quand t'es une fille, pour avoir un bon niveau, je pense qu'il faut s'entraîner avec des garçons et plus viser le niveau des garçons que le niveau féminin. Je pense que c'est ce qui nous aide. Et puis, il y a un autre garçon qui peut lui servir d'exemple. Un autre phénomène du freestyle façon halfpipe. Ce garçon, c'est Kevin Rolland, le cousin de Tess. Il a beaucoup de titres au niveau mondial et je pense que c'est un exemple à prendre au niveau des résultats et tout ça. À 14 ans, Tess est déjà annoncée comme la future petite déesse du slopestyle. Petite par la taille, car côté ski, elle a déjà tout d'une grande. Voilà, et après le ski du froid, toujours, Frédéric, mais avec des protège-dents cette fois-ci. Des protège-dents et une patinoire, autrement dit du hockey sur glace. Et les hockeyeurs ont joué hier soir la 20e journée de Ligue Magnus. On jette un coup d'œil ensemble aux résultats de cette 20e journée. 3 rencontres concernées nos équipes régionales et 2 victoires sur 3. Grenoble passe un joli 9-4 au Gap-en-Sey. Chamonix s'impose face à Briançon 4-3 et seul Morzine-Avoria-Léger chute à l'extérieur 3-2 face à Strasbourg. 13e défaite de la saison pour seulement 3 victoires. Du coup, pas étonnant de retrouver les Hauts-Savoyards du MAG, dernier du classement. Un peu plus haut, Chamonix est 12e et Grenoble sur le podium 3e. Il reste 6 journées à jouer. Et puis, place maintenant à l'incontournable, la pépite des Alpes, la revue du web. C'est l'heure de la revue du web avec entre autres des skieurs suisses qui mettent vraiment le feu aux poudres. On peut dire qu'ils sont tout feu tout flamme. Le retour de Rancho avec ses moustaches, ses éperons, mais surtout du biathlon. Et puis des images d'archives comme on les aime, tout à fait délicieuses. On attaque avec des Helvètes esthètes qui mettent le feu aux planches. Nicolas Vunier et Jules Garnéry ont raidé de nuit quelques pentes du Valais. Ski et snowboard pour une session freeride, tout juste éclairée, illuminée par une fusée de secours. Le résultat est surprenant, envoûtant, une vidéo qui met le feu aux poudres. Au départ, le numéro 73, Rancho qui fait sa première... Il est arrivé tout beau, tout chaud, le nouveau Rancho. Le 6e épisode de celui qu'on ne présente plus revisite cette fois le biathlon. Le skieur aux éperons fait encore parler son talent et réalise un carton plein d'humour entouré de la crème de la discipline. Quand tu vises la cible, pense à tes pires ennemis. Oui, dans le mille, tu l'as eu! Le biathlon passé à la sauce du moustachu savoyard, ça donne à nouveau un moment cocasse, on ne s'en lasse pas. En même temps, c'est rien là, je suis gras comme un cochon. On peut regarder Small World pour prendre une leçon de tchèque. Mais on peut surtout regarder Small World pour en prendre plein les yeux avec des garçons pas ennuyés par leur spatule. Il y en a pour tous les goûts. Des espaces taille large avec pourcentage monstrueux, aux surfaces plus restreintes du street. C'est un petit monde rempli de grands skieurs qui s'éclatent sur tout ce qui glisse, de la profonde au béton, il y a toujours matière. Et on termine avec un grand bond en arrière. Film en noir et blanc apparemment tourné en Autriche, mais côté info, pas grand chose de plus à se mettre sous la dent. Alors on se contentera d'apprécier à sa juste valeur cette glisse d'une autre époque qui n'a pas pris une ride, comme quoi le froid, ça conserve. Voilà, fin de la connexion, bonne semaine sur vos claviers et à plus tard. Et c'est l'heure de l'affiche avec une affiche qui vous conseille d'aller voir le match de rugby samedi prochain, coup d'envoi à 20h45, match de Coupe d'Europe entre le FCG et Édimbourg. Merci Frédéric Lefrançois et à dimanche prochain. Du sport, on passe à d'autres étoiles côté Strass et paillettes. Après 4 jours de projection et de rire, le palmarès du 19e Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez a été dévoilé hier. Et carton plein, vous allez le voir pour La Vache, le film de Mohamed Hamidi. Regardez.
Bonsoir. Devant le palais du festival, le Mercure affiche un bon moins 10 degrés. Pas de quoi laisser de glace un jury bien décidé à réchauffer l'ambiance de cette dernière soirée. Le palmarès est encore top secret, plus que quelques minutes de suspense avant de savoir quelle comédie va décrocher le Graal cette année. Alors, quelques petites pistes? Le bilan de ce festival, pour moi, c'est quand il y a, évidemment, quand il y a le rire et qu'il y a du fond. C'est ce que je préfère. Quand, voilà, même, bon, je ne peux rien dévoiler, mais voilà, il y a une comédie, celle qu'on va récompenser ce soir, qui pour moi synthétise tout ça. Il a fallu faire des choix. Et c'est difficile parce que avant d'être des jurys, nous sommes des acteurs, des scénaristes, des réalisateurs. Donc on est un peu des deux côtés. Et c'est dur, hein. C'est dur parce qu'on voit bien que les équipes nous regardent comme ça avec des questions dans les yeux. Est-ce que j'ai un prix, tout ça. C'est dur, hein. Pourtant, le suspense va tourner court. Premier indice, le prix Michel Galabru, tout juste créé en hommage au grand comédien disparu début janvier, couronne un modeste mais génial interprète, Fatsa Bouyamed. Merci. Il est le héros Candide de la Vache qui met en scène les tribulations d'un petit paysan algérien et de sa vache Jacqueline à travers la France. Vous savez écrire? Oui, en détaché. Produit par Jamel Debbouze, le film de Mohamed Hamidi décroche le prix du public et surtout le grand prix du jury à l'unanimité. On est heureux pour le film aussi, parce que le film, il va pouvoir vivre avec ça et on va l'accompagner le plus loin possible. Si ça parle ici à l'Alpe d'Huez aux gens, on espère que ça parlera partout dans toute la France. Tremplin de champion du box-office comme Bienvenue chez les Ch'tis ou La Vérité si je mens, l'Alpe d'Huez pourrait bien devenir la rampe de lancement de La Vache. Émouvant et drôle de bout en bout, le film sortira le 17 février. Une autre belle histoire, toujours dans l'univers du cinéma, celle d'un passionné de mécanique, constructeur de véhicules hors normes. Ludovic Lazarette a déjà collaboré avec plusieurs grands réalisateurs français. Rencontre dans son atelier d'Anne Silvieux, signé Damien Borelli et Franck Serroni. 7 ans après, Ludovic Lazarette garde un souvenir ému du tournage de Babylon AD à Prague et de sa rencontre avec Mathieu Kassovitz. Dans son atelier d'Anne Silvieux, il avait conçu un an plus tôt les tableaux de bord de plusieurs véhicules pour la superproduction de Luc Besson, Taxi 4. Depuis une vingtaine d'années, ce génie de la mécanique crée et customise des machines uniques. Insolite et futuriste, son tricycle Wazuma, homologué en France, séduit bien au-delà de l'Hexagone. Et cette version, je l'ai déclinée avec des modèles un peu plus exotiques, comme le même avec un V12 BMW 5 litres qu'on a vendu en Russie. Un autre avec un V8 Ferrari qu'on a vendu à un Chinois. Si les clients de Ludovic sont surtout des anonymes, sa réputation de créateur hors norme auprès des passionnés de moto lui a attiré des commandes plus inattendues, comme ce jour-là. Et on me téléphone, il me dit ouais, salut, c'est Guillaume Depardieu. Bon, sur le coup, je dis, je sais pas, c'est bizarre, j'entendais ce nom quelque part, et puis il s'est présenté comme ça, super excité, et en fait, toute l'histoire a commencé de là. Il voulait offrir une moto pour son père, et il me connaissait, il avait vu que je faisais des choses qui étaient un peu exotiques, et il m'a dit, voilà, il me faut une moto pour mon vieux, comme il disait à l'époque au téléphone. En 2015, Ludovic a renoué avec le cinéma pour le film À fond qui sortira au printemps prochain avec André Dussolier. Il a modifié les intérieurs et extérieurs de 5 véhicules avec un cahier des charges très serré. 6 mois de travail acharné. C'est la fin de ce journal des Alpes. Merci de la